Bien, d'abord un grand merci à Pierre Bénèche et à Grenoble BNP Partners de m'avoir invité à cette soirée. Et donc je vais parler du dur et du mou. Hein, si j'ai bien compris le thème de ce dont il faut que je vous parle, c'est du dur et du mou. Et je pense que ça va être bien de ça dont je vais essayer de vous parler. Alors je suis venu accompagné de deux collègues avec lesquels on travaille sur l'enjeu du développement des partenariats en sciences cognitives, Isabelle Mogis, qui est chargée de communication au CNRS et en l'occurrence au laboratoire Gipsalab et dans l'équipe de direction du pôle Grenoble Cognition, et puis Barthélémy Durette, qui est un chercheur indépendant et à qui je donnerai la parole en fin d'exposé. Et notre but, c'est vraiment de vous parler en fait et je vais déjà pirater une formule de Barthélémy, du lien entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, ou plutôt d'un plaidoyer pour dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans intelligence naturelle. Alors ça a l'air banal, mais on va essayer de rendre ça pas banal ou moins banal. Et du coup, moi j'ai conçu l'organisation de ce que je vais vous raconter, de ce qu'on va vous raconter ensuite ensemble en deux parties. Je vais d'abord payer d'une certaine manière mon écho à la demande initiale de Pierre, qui était de venir inviter un chercheur qui vient vous parler de recherche. Les chercheurs adorent parler de leur recherche, donc je suis venu faire ça. Mais je vais essayer de limiter ça à une vingtaine de minutes. Évidemment, ce sera centré sur dur et le mou. Hein, on va y aller en permanence dans ce thème-là. Et puis, je prendrai quelques questions sur cette partie recherche, mais je prendrai une grande partie de la seconde partie pour aider en fin d'exposé par Barthélémy pour vous raconter cet enjeu de la création de cet Institut Cognition Tremplin Carnot, du partenariat dans le domaine de la cognition, en gros, pour essayer de passer un message aux décideurs et aux entrepreneurs qui sont dans cette salle sur l'importance de lier de manière très intime et profonde des développements informatiques, technologiques, mathématiques sur l'intelligence artificielle à des développements en psychologie, en neurosciences, en philosophie, en linguistique sur la cognition réelle. Et en quoi est-ce que c'est porteur potentiellement d'enjeux réellement importants pour vous, pour la recherche, pour l'entreprise à Grenoble. Voilà. C'est ça mon agenda, et là on prendra du temps pour discuter. Faudra que je sois chairé au point de vue du timing par quelqu'un, je ne sais pas si c'est Clémentine qui me chairera. Et l'idée, c'est en gros que je vais prendre une vingtaine de minutes au début, 5 minutes de discussion, puis qu'on ait une bonne demi-heure après, ça va, pour présenter et discuter, c'est bon? Voilà. Donc je commence par vous parler de ma recherche. Ma recherche, elle est sur la parole et le cerveau, comme l'a introduit Pierre. Et donc, évidemment, en vous parlant de ma recherche, je vais essayer déjà de commencer à préparer mon propos suivant, qui est qu'on ne peut pas travailler sur le cerveau et sur la manière qu'a le cerveau de traiter de l'information. On peut dire que c'est ça, les sciences cognitives, c'est d'essayer de comprendre comment un cerveau humain perçoit, agit, comprend, décide, mémorise, apprend, est sujet à des émotions, maîtrise ses émotions, ne les maîtrise pas, interagit avec son environnement, a une conscience des gens extérieurs, n'a pas de conscience des gens extérieurs, a des pathologies ou des handicaps sur tous ces processus-là. C'est ça l'étude des sciences cognitives, c'est comment tout ça marche. Et évidemment, le point de départ, je crois que sur lequel il faut insister, il a l'air évident, mais finalement, on se rend compte qu'il faut qu'on garde ça en permanence comme un point central dans nos explications. On ne peut pas attaquer cet enjeu si énorme, si considérable, sans mettre au cœur du sujet une alliance interdisciplinaire forte et pérenne. C'est-à-dire mettre dans le même endroit des informaticiens, des matheux, des physiciens, des biologistes, des chimistes, des neurophysiologistes, des psychologues, des philosophes, des linguistes éventuellement, des ethnologues, des sociologues, des économistes. Et si on ne met pas ces gens ensemble durablement dans les mêmes endroits, on ne peut pas développer ce secteur de manière efficace. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, heureusement, ils l'ont fait depuis longtemps. Ça fait 50 ans que ces gens se parlent. Ça fait 50 ans qu'ils savent jusqu'à un certain point discuter ensemble. Ceci dit, c'est toujours difficile de faire comprendre à nos structures que l'interdisciplinarité pérenne est un enjeu important. La vision française classique, découpante, c'est une vision qui est d'abord chacun dans ses disciplines. Éventuellement, on fait de l'interdisciplinarité, on en fait beaucoup, les gens la défendent beaucoup actuellement, mais si on en fait, c'est pendant un temps. Et puis au bout d'un moment, quand on a résolu le problème interdisciplinaire, chacun rentre chez lui, ou bien on définit une nouvelle discipline parce qu'on a réussi à faire émerger un nouveau truc à partir des trucs de départ. Notre idée n'est pas celle-là. Notre idée, c'est qu'on aura besoin, depuis 50 ans et encore pour 50 ans, de mettre ensemble des gens qui ont des compétences fortes en maths, en philo, en psycho, en neuro, mais de les faire travailler ensemble. Et en fait, ce sera ça le thème constant de ce que je vais vous raconter pendant une heure. D'une certaine manière, dans les réflexions actuelles de Grenoble sur est-ce qu'il faut créer un institut d'intelligence artificielle à Grenoble, cet enjeu est un enjeu profond, pas forcément très bien compris, mais qu'on va continuer à marteler chaque fois qu'on pourra. Et donc, on va le marteler ici. Donc, voilà, maintenant, je reviens sur ma recherche et je vais vous parler du cerveau, de la parole et du langage. Et je vais vous parler autour de 6 petits points en suivant ce schéma, mais je vais rentrer maintenant dans le sujet directement. Donc si on s'intéresse à ce que c'est qu'une situation de langage,
Au fond, le langage, il sert à quoi? Je suis actuellement celui qui parle, on va m'appeler le locuteur, vous êtes l'auditeur, et moi, j'ai dans mon cerveau une information que je veux mettre dans le vôtre. Par exemple, je vais dire bonjour, je m'appelle Jean-Luc Schwartz, je suis content d'être ici. Bon, ça c'est une information que j'ai dans mon cerveau, il faut que j'arrive à la mettre dans votre cerveau. Évidemment, ce que je ne peux pas faire, c'est ouvrir votre cerveau, prendre l'info et la mettre, donc il faut une autre méthode. Et la méthode, c'est d'associer à l'idée que moi j'ai dans mon cerveau au départ, une chaîne de transmission dans laquelle de cette idée, je vais générer des mouvements de ma bouche. Ces mouvements de ma bouche vont générer du son qui va sortir de ma bouche et aller jusqu'à votre oreille. Éventuellement d'ailleurs aussi des formes de ma bouche que vous allez voir parce que vous me regardez aussi pour me comprendre. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est des sujets sur lesquels on fait beaucoup de recherches. Et puis, hopefully, on espère, vous allez récupérer l'information que j'avais mise au départ. Donc vous allez avoir à droite l'information que moi je voulais mettre à gauche. Ça, c'est une chaîne de communication de base. Ça a l'air tout simple, c'est évident, mais au fond, ça va structurer la suite de mon exposé. Et à partir de là, une question qui a... Ça va vous surprendre, mais elle a alimenté des dizaines d'années de débats dans le domaine de l'étude de la parole, c'est de savoir quelle est la monnaie d'échange entre vous et moi. Quand on fait un échange médiatisé par un support, par exemple un échange économique, il est médiatisé par une monnaie, et cette monnaie, c'est le terme qui nous permet de savoir que ce que je vais vous vendre a une grande valeur ou une petite valeur. Eh bien, dans la parole, il y a aussi une monnaie d'échange, le code. Est-ce que ce code, il est au niveau de ma bouche, à moi? Est-ce qu'il est au niveau de votre oreille à vous? Est-ce que la nature du code est une nature qui est motrice ou perceptive? Voilà. Ça, c'est la question centrale qu'on va étudier. Elle va vous avoir l'air au départ un peu étrange et pas passionnante, et puis je vais essayer de vous montrer qu'elle est passionnante, j'espère. Voilà. Et c'est vraiment, dans le domaine, ça fait 50 ans que les gens se tapent dessus sur cet enjeu-là. Je vais essayer de vous montrer comment on a essayé d'apporter une vision pluridisciplinaire, et vous allez voir qu'il y aura de l'informatique, des neurosciences et de la psychologie pour essayer de résoudre ce problème. Alors au fond, ce problème, il peut devenir un peu plus tangible quand on le limite à une question qui est comment vous, actuellement, vous faites pour me comprendre. Vous avez du son qui vous arrive à votre oreille, et à partir du son, vous devez récupérer l'information. Et au fond, pour récupérer l'information, quand vous êtes là, ben finalement, il y a deux chemins possibles pour vous pour récupérer l'information. Soit vous essayez directement de résoudre un problème de traitement de l'information, de traitement du signal, on va dire, de classification des sons. Du son, vous avez un cerveau qui va traiter les sons qui vous arrivent. Mais pourriez-vous dire, au fond, il y aurait une autre méthode qui serait d'essayer de faire le chemin à l'envers. Finalement, peut-être que le plus efficace, ce serait pour vous d'essayer à partir du son de retrouver des gestes que j'ai faits. Et peut-être que ce sera plus facile, si vous retrouvez les gestes que j'ai faits, de comprendre ce que j'ai voulu dire. Voilà, ça c'est la petite idée qu'on va semer au départ, et on va la suivre en filigrane dans la suite de l'exposé. Alors pourquoi cette idée a excité les gens? Pour une raison très technique, précise, que je vais vous exposer sur cet exemple-là. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un 2 est un 2? Voilà, encore, c'est une question que vous allez trouver étroite et petite. Qu'est-ce qui fait que... Donc, le langage, il est fait de séquences de mots. Les mots sont faits de séquences de voyelles et de consonnes, qu'on appelle les phonèmes. Et ces phonèmes, pour communiquer, il faut qu'on soit sûr d'y attacher la même valeur. Il faut qu'on soit sûr que quand moi je fais un 2, vous comprenez un 2. Ça, c'est simple. Ce qui est moins simple, c'est qu'en fait, je ne fais jamais un 2 tout seul, parce qu'un 2, c'est une consonne qui ne peut pas se faire sans une voyelle qui vient après. Et par exemple, si j'essaye, je vais vous montrer ce que c'est que de faire un 2. Je vais vous donner une coupe de ma bouche. Ça, c'est mon palais, ça, c'est le haut de ma bouche, et ça, c'est ma langue. D'accord? Quand je parle, il y a ma langue qui se balade à l'intérieur de ma bouche. Quand je fais un 2, je mets la pointe de ma langue contre mes dents. Hein, vous allez sentir ça. Voilà. Là, je fais un 2. Avec ça, je fais un 2. Mais en même temps que je fais un 2, je prépare déjà la voyelle qui suit. Je vais vous le montrer ensuite. Je suis déjà en train de préparer mes lèvres pour le I, ou l'arrière de ma langue pour le OU. Et si je vous le montre, vous allez me regarder une seconde, je vais faire di. Je vais faire quelque chose comme di, dou. Vous voyez bien qu'au moment où j'ai fait le 2, le OU était déjà prêt ou le I était déjà prêt. Or ça veut dire que je passe mon temps à enchaîner déjà dans ma tête les séquences, je prépare mes séquences à l'avance. Je ne produis jamais un phonème sans préparer le suivant. C'est très bien, ça me permet d'être plus efficace, mais ça pose un problème. C'est qu'au moment précis où je vais faire le son du 2, ce son du 2 ne peut pas être le même selon la voyelle qui va suivre. Il n'est forcément pas le même selon qu'après il y a un I ou après il y a un OU. Puisque ma pointe de ma langue est au même endroit, mais le reste de ma bouche n'est pas du tout au même endroit. Donc, j'ai un même geste pour faire un 2, c'est de coller la pointe de ma langue contre mes dents. J'ai éventuellement des sons différents puisque la voyelle change. Mais pourtant, l'auditeur, lui, il perçoit toujours que c'est un 2. Alors, l'intuition qu'ont eu les gens de ce qu'on appelle des théories motrices il y a 50 ans, c'est que peut-être ce que fait l'auditeur, ça n'est pas de traiter du son, c'est de récupérer des gestes. Voilà. Ça, c'est la clé qui a amené il y a 50 ans des gens à dire, mais au fond, peut-être que percevoir, c'est récupérer les intentions motrices de l'autre. On va garder cette idée et vous allez voir qu'elle prend une instantiation très forte dans des travaux récents. Voilà. Alors,
Maintenant, je vais passer à de la modélisation. Je vais essayer de vous dire comment est-ce qu'on s'est posé ce problème avec des modèles mathématiques qui sont ancrés dans des connaissances de neurosciences et de psychologie cognitive. On s'est dit, voilà, au fond, une situation de communication, ça c'est des choses qu'on a développées, je n'ai pas cité le nom des partenaires par économie de temps, mais avec des collègues informaticiens, mathématiciens, Julien Diard, Pierre Bessières, Pascal Perrier, toute une série de doctorants et de postdocs avec qui on a développé ça. L'idée de départ est la suivante. Au fond, une situation de communication de base, je vous l'ai dit, c'est un cerveau, un autre cerveau et un échange. Et la situation de communication de base, c'est dans le cerveau du speaker. Là, on a un slide en anglais, je l'ai gardé en anglais parce que les lettres sont des lettres qui viennent de l'anglais. Donc, on va garder l'idée que celui qui parle, c'est un speaker. Celui qui parle, qui est un speaker, il a un objet de communication dans sa tête. Je veux leur parler de cette table. Ça, c'est mon objet de communication. De là, je génère des gestes moteurs M qui vont générer des signaux de communication S qu'éventuellement vous allez décoder. Voilà. Ça, c'est une chaîne de communication de base. Et puis, si la communication s'est bien passée, il y aura une variable de communication qui dira que les choses se sont passées correctement. Notre idée, c'est que cette situation, elle est internalisée dans le cerveau de chacun. L'idée de fond sur laquelle je vais continuer à discuter, c'est que chacun de nous a dans son cerveau une chaîne de communication complète où, en permanence, vous monitorez à la fois votre situation d'auditeur et votre situation de locuteur. Vous êtes en permanence en train de jouer sur ces deux situations. Donc chacun de nous serait un agent cognitif qui serait équipé de cette chaîne globale de communication qui est représentée par ce schéma. Alors une fois que... D'abord, je vais essayer de vous montrer pourquoi cette idée n'est pas stupide. Je vais essayer de vous faire sentir dans votre tête que probablement on a tout ça dans notre tête. La première chose donc qu'on a dans ce schéma, que je chausse mes lunettes pour voir quelque chose, voilà. Vous voyez que dans ce schéma, on suppose par exemple qu'on a dans notre tête un système qui est capable, à partir des sons, de récupérer les phonèmes. Bon, ça, on y croit. C'est-à-dire, si je vous fais percevoir le son I, vous savez quel est le phonème qu'il y a derrière. Si vous aviez à écrire la lettre, vous sauriez le faire. Une chose qui est peut-être plus difficile à imaginer, c'est qu'on ait ici un lien entre M et S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a dans notre tête la capacité de prédire le son qui va sortir quand on met la bouche dans un certain état. Par exemple, si je fais ça, j'entends le son déjà. Je sais déjà le son qui va sortir. Hein. Je vous le refais pour vous l'imaginer, vous. Je sais déjà le son qui va sortir avant de le faire. Si je le sais, ça veut dire que j'ai dans ma tête un système qui est capable de faire le lien entre mes variables motrices et mes variables sensorielles. Et ce système, il me permet même de faire une chose encore plus forte. Il me permet de faire ce qu'on appelle de l'imagerie auditive et de l'imagerie motrice. Par exemple, très probablement depuis le début de mon exposé, vous vous êtes dit des choses dans votre tête. Très probablement, il y a des moments où vous vous êtes dit, bon, ouais, c'est sympa, c'est pas convaincant, c'est convaincant, le dur et le mou, ça marche ou pas. Vous vous êtes dit des trucs. Et en vous disant des choses, vous les avez entendues, ces choses que vous vous êtes dites. Et non seulement vous les avez entendues, mais vous vous avez entendues dans ce cas-là, que vous les êtes dites à votre vitesse normale de parole. Vous ne vous parlez pas dans votre tête à une vitesse anormale. Vous vous parlez exactement à votre vitesse normale. Et vous vous parlez avec votre voix, vous vous entendez parler. C'est ce qu'on appelle la parole intérieure. Ça veut dire qu'on a dans notre système, dans notre tête, tout un système d'imagerie mentale, exactement comme vous avez tous vu ça, le skieur se fait son chemin de porte avant de faire sa descente aux Jeux Olympiques, ou son slalom, là j'ai fait plutôt slalom aux Jeux Olympiques, on sait ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'imagerie motrice ou de l'imagerie auditive, qui fait que notre cerveau, en fait, il est capable de se jouer les situations. Et même de certaine manière, la parole intérieure, c'est presque de la vraie parole. Il manque presque rien pour que ce soit de la vraie parole. Il y a d'ailleurs des gens, vous savez bien, qui ne peuvent pas éviter de la produire pour de vrai, la vraie parole, la parole intérieure. Il y a même une hypothèse d'une collègue de nos laboratoires, Hélène Lovenbruck, sur la schizophrénie, qui est que les paroles entendues par les schizophrènes, les voix entendues par les schizophrènes seraient leur propre voix, dont ils n'arriveraient pas à savoir que c'est leur voix intérieure, mais qu'ils prendraient pour une autre voix. Donc voilà, au fond, on a finalement tout ce qu'il faut dans... C'est pas absurde de poser qu'on a un modèle comme celui-là. Un modèle qui a la capacité de générer des liens entre des objets, du moteur, du sensoriel et des gestes. Alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que ce que vous faites vous quand vous m'entendez, c'est de récupérer mes gestes. Eh bien, cette idée un peu farfelue qui a été posée il y a 50 ans, elle a trouvé une traduction absolument impressionnante il y a 20 ans, dans ce qui s'appelle la découverte des neurones miroirs. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle qui savent ce que c'est que les neurones miroirs. Est-ce que peuvent lever la main ceux qui ont entendu parler des neurones miroirs? Alors, je vous raconte ce que c'est que les neurones miroirs autour d'un petit film. Voilà, je vois que je pense que j'ai un peu débranché mon ordi, que la couleur, ça va à peu près. Là, vous voyez à peu près les couleurs dessus.
Ça, c'est issu d'un petit film qu'on a réalisé il y a quelques années dans un projet où était Isabelle, où était un autre ami, Alain Schul, que des gens ici peuvent connaître et qu'il avait initié avec d'autres collègues scientifiques, et où le but était de faire des petits films autour de la science d'1 ou 2 minutes qu'on voulait essayer de vendre dans les médias. On n'a pas pu le vendre autant qu'on voulait, mais on en a fait un sur les neurones miroirs. Le neurone miroir, voilà ce que c'est. Vous prenez un cerveau, alors en l'occurrence ça a été fait sur des singes qui finissent en mauvais état des expériences. Vous prenez un cerveau de singe, vous l'ouvrez, mais vous l'ouvrez sans que le singe soit détruit au moment où vous l'ouvrez. Et vous regardez comment fonctionnent ces neurones. Et dans ce cas-là, vous allez vous rendre compte que comme chez l'humain, le singe il a vers l'avant son système moteur, c'est-à-dire que chaque fois que le singe fait une action, les neurones qui commandent les actions, elles sont devant, système moteur. Et puis vous avez à l'arrière, dans ce qu'on appelle le cortex occipital, l'endroit où le singe voit les choses. La vision, c'est pareil chez nous. La vision, elle est là. La motricité, elle est là. Très bien. Le singe prend une cacahuète. Ça s'excite à fond. Très bien. Et puis un jour, les chercheurs à Parme, dans le laboratoire où ça a été découvert, ils ont pris une cacahuète devant le singe parce qu'il n'en prenait pas. Ils ont voulu lui en prendre une pour la lui tendre. Et ils se sont rendus compte que quand ils prenaient la cacahuète, le cerveau moteur du singe répondait. Donc ça, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'au moment où le singe voit une action, il la fait en même temps qu'il la voit. Mentalement, il mime, il simule l'action motrice. C'est pour ça qu'on appelle ça des neurones miroirs. Le singe se regarde faire en l'autre comme dans un miroir. Il fait la chose en même temps. Donc l'idée, vous voyez, c'est vraiment celle-là. Je regarde quelqu'un qui bouge, et bien en même temps que je le regarde, je bouge. Et je bouge parce que c'est vraiment mes neurones moteurs qui bougent. Et on sait maintenant que si j'observe votre cerveau pendant que vous m'écoutez, votre système moteur est actif. Ça, c'est absolument clair. Donc au point où on est maintenant, j'en profite pour vous montrer des connaissances de neurosciences qui sont intéressantes pour avancer. Au point où on en est maintenant, et j'essaie de vérifier à peu près mon timing, il faut que je sois attentif pour pas trop déborder quand même, la première partie que je voulais, on a essayé de poser des questions à l'intérieur d'un modèle. Donc on s'est dit, on va simuler ce modèle et on va le simuler avec des outils mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire de le simuler avec des outils mathématiques? On va en faire un modèle qu'on appelle un système bayésien, c'est-à-dire qu'on va définir ce modèle comme un modèle probabiliste défini par des lois de probabilité. Pour dire simple, ça veut dire qu'on va dire que ce modèle est défini par ces 5 variables. C, c'est la communication, O, c'est l'objet listener, S, c'est le sensoriel, M, c'est le moteur, OS, c'est l'objet speaker. Et l'idée, c'est que chacun de nous serait défini par une loi de proba de ces 5 variables. Et puis cette loi de probabilité, on va la décomposer en loi de probabilité élémentaire avec des hypothèses simplificatrices. On va dire par exemple, il y a une loi de probabilité du système moteur qui dit qu'est-ce que je dois faire comme geste quand j'ai une envie. Il y a un modèle interne qui est qu'est-ce qu'est le son que j'entendrai mentalement quand je fais le geste. On a le système sensoriel qui est quel est l'objet quand j'entends un son. Et puis on a un système de validation de la communication qui est est-ce que je peux mettre ensemble mon objet moteur et mon objet sensoriel. Et puis on a essayé de simuler ce système et en le simulant on s'est dit mais au fond si on veut faire de la reconnaissance de la parole avec ce système. La reconnaissance de la parole, vous savez ce que c'est. C'est un système qui prend du son qui doit sortir du texte. Autrement dit, c'est un système qui prend du son et qui doit sortir l'objet. Mais dans notre modèle, il y a 2 manières de sortir l'objet. On peut le sortir là, et c'est ce qu'on appellera un modèle auditif. Mais on peut aussi le sortir là. On peut aussi faire le chemin inverse. Et comme on a maintenant une distribution de probabilité, on peut faire des maths sur cette distribution de probabilité et voir si une distribution est meilleure que l'autre, plus efficace, quelles sont leurs propriétés, etc. Donc on est rentré dans un programme de mathématiques et d'informatique avec les collègues pour comprendre comment ce modèle marchait. Et là, on a une première stupéfaction. Alors, on peut aussi mettre les 2 boucles en même temps, c'est-à-dire qu'on peut essayer à la fois de faire marcher le modèle auditif et le modèle moteur, c'est ce modèle de convergence. Et là, on a une première surprise. En fait, c'est un étudiant qui a bossé avec nous, qui a découvert ça et on ne s'y attendait pas. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des conditions parfaites où ces 2 modèles, le modèle qui va directement du son à l'idée ou le modèle qui passe par la voie motrice, eh bien, il y a des conditions parfaites où ces 2 modèles sont absolument équivalents. Ce n'est pas la peine de se bagarrer dans la littérature depuis 50 ans. En fait, ces modèles font les mêmes choses. Ces modèles font les mêmes choses parce qu'en gros, je ne vais pas vous détailler la démonstration, elle est posée mathématiquement, mais l'idée c'est que si on apprend parfaitement tout dans notre monde, si j'apprends parfaitement les gestes de mon interlocuteur, si j'apprends parfaitement la transformation entre les sons et les gestes, alors dans ces conditions limites, les 2 modèles sont équivalents. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que donc, vous voyez, hein, le modèle bleu, qui est le modèle direct, le modèle rouge, qui est le modèle qui passe par de l'inférence motrice, ils sont équivalents aux limites. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des propriétés d'apprentissage très différentes. Et si vous êtes un bébé qui doit apprendre à percevoir sa langue et qui doit configurer ces 2 modèles quand il grandit, ce bébé, il va rencontrer des difficultés différentes dans ces 2 modèles. Cette voix-là,
elle est très facile à apprendre pour le bébé, parce que dans cette voix, son maître, son environnement, ses parents lui donnent toutes les infos. Ils lui donnent le son, ils lui donnent l'idée. Ça, c'est une table. Il y a plein de problèmes de traitement de l'information que je vais sauter, mais en gros, quand vous dites ça à un enfant, vous lui donnez à la fois le son et l'objet, et il va apprendre la catégorisation facilement. Par contre, cette autre voix qui est là, la voix d'inférence motrice, elle est compliquée, parce qu'il faut que le bébé trouve le geste qui est caché, et au départ, il n'a pas ce geste. Donc le bébé, il va explorer son conduit vocal, il va essayer d'essayer des choses, il va babiller, il va faire ba, 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 comme font tous les bébés à 6 mois ou 7 mois. Il va faire ce qu'on appelle du babillage. Et puis petit à petit, il va configurer ses systèmes et il va apprendre à traiter l'information. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert en travaillant sur ce système que ces deux modèles, ils ont des propriétés totalement complémentaires. La voix auditive, la voix bleue, elle est facile à apprendre, elle est rapide, elle est très efficace pour traiter des stimuli bien appris. Quand on vous donne des stimuli à apprendre, ne passez pas par la voie motrice, c'est plus facile d'aller directement au but. Par contre, cette voie motrice qui est plus difficile à apprendre, moins précise, elle a un intérêt, c'est qu'elle est générative. Si je vous donne un son bizarre que vous n'avez jamais entendu, vous pouvez vous le régénérer mentalement. Et en vous le régénérant mentalement, en le mettant en bouche, vous allez pouvoir vous dire, tiens, mais alors ça, ce son, je n'avais pas compris, mais je pense du coup que c'est peut-être tel phonème. Et on a pu montrer comme ça que ces deux voix étaient complémentaires, c'est-à-dire que si vous étudiez ces voix dans le bruit, si vous prenez des sons une fois que vous avez appris et que vous bruitez votre système, quand il n'y a pas de bruit, la voix auditive est meilleure que la voix motrice. Mais quand il y a du bruit, la voix motrice devient meilleure que la voix auditive. Et si vous trouvez un système qui fusionne les deux, c'est encore mieux et c'est mieux faire dans toutes les situations. Donc je vais court-circuiter un peu voilà, je vais peut-être juste me terminer sur ce point-là. Donc vous voyez, en gros, le résumé, mon but c'était de vous donner une ouverture de culture générale sur cet enjeu de parole, mais au fond aussi de donner des messages sur qu'est-ce qu'on peut faire dans cette logique de sciences cognitives. On a posé un problème de langage, on a été chercher des connaissances de psychologie cognitive, de neurosciences, on a mis ça dans un bain d'informatique, et derrière on arrive sur une idée qui est comment est-ce qu'un cerveau traite de l'information avec éventuellement une complémentarité entre des voix. On tombe sur des choses intéressantes qui est que on savait depuis longtemps que quand il y a peu de bruit, votre système moteur il est peu actif quand vous traitez de l'information. Si je vous mets dans un scanner, dans l'IRM, au CHU à Grenoble, on sait faire ça, il y a tout ce qu'il faut à Grenoble pour faire de la neuroimagerie. Je regarde votre cerveau pendant que vous entendez de la parole sans bruit, bah, votre système auditif qui est là, il va être très actif. Hein. Il est ici, le système auditif, voilà, il est là. Il va être très actif, pardon, il est au-dessus, c'est comme quoi, sans mes lunettes, ça ne le fait pas. Voilà. Ça, c'est le système auditif. Mais le système moteur, il n'est pas très actif quand il n'y a pas de bruit. Mais quand il y a du bruit ou quand vous entendez une langue étrangère, votre système moteur, il est super actif. Et là, ce que vous voyez, ce sont des cerveaux de japonais à gauche et d'anglais à droite, pendant qu'ils traitent un contraste qui est très embêtant pour les japonais, qui est la différence entre le re et le le. C'est un truc que les japonais ne font pas. Ce n'est pas dans leur système. Et comme ils ne le font pas, ils ont du mal à le percevoir. Et comme ils ont du mal à le percevoir, et ben, quand on leur donne à percevoir, leur système moteur, il est suractif pour essayer de pomper et de comprendre l'information. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour gagner du temps. Et voilà, je termine en cette première partie d'exposé, qui était un peu pour vous montrer une recherche en action sur un domaine qui n'est pas forcément votre domaine d'intérêt. C'est pour ça que je préfère arrêter là pour qu'on aille plus ensuite vers une question plus générale sur le partenariat. Mais pour vous montrer comment on peut se poser un problème de cognition et l'aborder en mettant ensemble toutes ces disciplines. Et du coup, à la fin, on a appris des choses sur le fonctionnement du langage dans le cerveau. On a aussi appris des choses que je ne détaille pas là sur la structure du langage et des langues. Par exemple, on sait avec ce genre d'idées pourquoi les langues ont toutes des syllabes. Vous savez que les langues sont toutes différentes, mais vous savez repérer, maintenant que je vous le dis, qu'elles ont des choses en commun. Par exemple, elles ont toutes des syllabes avec des alternances de consonnes et de voyelles. Elles ont toutes IAOU. Si vous pensez aux langues que vous connaissez étrangères, il y a des sons qui ne sont pas les mêmes, il y a des sons qui sont perdus. Le U du français, il ne se trouve souvent pas dans les langues. Il y a des sons qui arrivent, mais le I, le A et le OU, il est toujours là. Le PE, le TE et le QE, ils sont toujours là. Et puis on peut évidemment aussi avoir des enjeux applicatifs. Par exemple, en reconnaissance de parole, est-ce qu'on sera capable, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place, et on va essayer d'aller voir des industriels sur ce projet-là, est-ce qu'on sera capable de mettre en place des systèmes de reconnaissance de la parole plus robustes dans le bruit, parce qu'ils auront cette voix motrice que personne n'étudie. Et puis des enjeux applicatifs dans le domaine du handicap ou de l'apprentissage. Est-ce que ce n'est pas essentiel pour un enfant? Bien sûr, mais aussi par exemple pour quelqu'un, prenez le cas, on a un peu travaillé là-dessus, de quelqu'un qui est sourd et qui a été implanté cochléairement, qui en a mis un implant cochléaire. Est-ce que ce n'est pas essentiel de rééduquer en même temps la perception et la production?
Voilà. Donc, je crois que j'ai terminé cette première partie de l'exposé. On peut peut-être prendre 5 minutes pour souffler et aussi que vous me posiez des questions si vous voulez. Et après, on basculera sur un autre truc plus généraliste. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions. Moi, ça me permet de boire un coup. Allez, allez-y. Une question très naïve. J'ai l'impression que dans les deux systèmes, il y en a quand même un qui inclut l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la partie auditive est toujours présente. Oui, c'est très juste. Oui. Donc, effectivement, on peut considérer que... En fait, donc c'est absolument juste. Hein, et donc, le modèle... je ne l'ai pas commenté, mais le circuit qui est posé actuellement et qui est forcément le bon, on ne sait pas encore exactement comment il faut l'organiser, mais c'est un circuit qui effectivement part de l'audition est là, qui va mettre en place éventuellement des boucles vers la motricité et du retour, mais vous avez raison, au départ, pour aller au bout du raisonnement, s'il n'y a pas d'audition, ce n'est pas la peine d'aller chercher de la motricité. Celui qui est sourd, il ne va pas se débrouiller. Alors on ne parle pas de la vision, là, hein, qui est un autre point d'entrée que j'ai éliminé dans mon tour, mais sinon vous avez raison. Est-ce qu'on peut en déduire que le système plus complet, finalement, n'est pas automatique et qu'on ne déclenche que lorsque le premier système est défaillant? C'est notre idée. L'idée qu'on défend pour l'instant... Un peu comme le fast and slow chez Kahneman. Oui, c'est l'idée qu'on défend pour l'instant, c'est qu'effectivement... mais je pense que c'est de plus en plus l'idée qui émerge maintenant, c'est qu'il y a une complémentarité. Effectivement, il y a un système de base, puis un système qui augmente la capacité quand c'est difficile. Tout à fait. Ouais. Si on parlait des Italiens qui parlent beaucoup avec les mains, Mmh. est-ce que vous avez constaté des différences importantes avec des langages différents, des langues différentes? Sur la gestualité, Oui. alors ça c'est un terrain que je n'ai pas abordé, dont je ne suis pas spécialiste, mais qui est très étudié, y compris au labo. Et oui, bien sûr. Donc en gros, le résumé pour aller là, première chose intéressante, il n'y a pas de langage sans geste. Tous les humains utilisent des gestes en même temps qu'ils parlent. Et même, chose absolument sidérante, hein, mais qu'il faut savoir, 2 aveugles discutant entre eux font des gestes. Hein. Donc les gestes, ce n'est pas seulement pour communiquer. Je suis en train de faire des gestes là, sans doute pour m'aider moi. Probablement. Je n'ai pas fait gaffe à les faire. Maintenant, je fais gaffe parce que je viens d'en parler, mais je n'ai pas fait gaffe au départ. Donc la gestualité, elle fait partie du langage. Ensuite, elle se décline évidemment très différemment suivant les langues, avec des endroits où il y a plus d'amplitude de l'utilisation des gestes. Mais elle est quand même présente partout. Il n'y a pas de langage sans gestualité. Et les enfants, dans le début de leur développement, une hypothèse assez forte, mais qui est assez bien démontrée, apparemment, les enfants normaux, dans un développement normal, ils vont acquérir le premier mot, chaussure, et avant d'avoir la séquence de 2 mots qui est la syntaxe, chaussure papa, ce sera chaussure. C'est-à-dire que je vais allier le geste et le mot, et ma syntaxe, elle est dans l'alliance du geste et du mot. Donc le geste, il fait partie du langage dès le départ, avec des questions à l'infini dans le cadre de débats sur l'origine du langage, sur lesquels on a travaillé aussi, pour savoir si les premiers langages étaient des langages oraux ou des langages gestuels. Là, il y a aussi de la bagarre à l'infini, mais c'est lié à votre question. Voilà, on peut s'arrêter là. Je prends une dernière, Div. Je voulais poser une question également. Est-ce que la même chose peut se faire entre la musique et écouter de la musique et voir le musicien? Est-ce qu'on a le même démarche? Oui, oui. Cette idée maintenant de système miroir, il est absolument clair qu'elle est très générale. Elle est visuomotrice, elle est audiomotrice. Après, il y a des questions un peu plus compliquées avec la musique. Par exemple, on peut imaginer que quand on entend un violoniste, on se chante. On peut imaginer aussi qu'on soit capable d'entendre sans avoir aucune connaissance soi-même. Donc, je pense qu'il va y avoir des fragmentations possibles de systèmes. Enfin, la base de la réponse, c'est oui, ce lien perceptuomoteur du système miroir, il existe toujours, il est plus ou moins utilisé. Par exemple, il y a des travaux assez jolis qui montrent que plus on est impliqué soi-même dans la capacité de faire les actions corporelles, plus le système miroir répond. Par exemple, il y a des belles manips qui montrent que quand vous montrez à 2 danseurs des danses qui correspondent à ce qu'ils savent danser ou pas danser, un danseur classique et un danseur de capoeira, et qu'il faut leur montrer des actions qui correspondent à ce qu'ils savent faire, le système moteur répond plus, il y a plus de résonance motrice quand je sais faire, quoi. Mais oui, sur la musique, alors je ne suis pas spécialiste, il y a d'ailleurs des recherches passionnantes pas loin à Lyon, il y a des chercheurs formidables dans ce domaine-là, mais oui, il y a les mêmes bases, tout à fait. Donc ce que je vous propose, en plus il fait chaud, la chaleur est en train de nous envahir peu à peu, donc on va arrêter cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une pause ou si on enchaîne. Est-ce qu'il faut 5 minutes de pause ou que disent les chefs? On continue, voilà. Et donc, on a encore une bonne demi-heure, ça va? Vous tenez encore le choc, hein? Bon, voilà.
Ah, c'est moi qui viens pas tenir de choc, si ça va. Donc maintenant, le jeu que je vais jouer, quand ça va se... Voilà. Là, je prends vraiment la main dans un exposé qu'on a préparé à 3, avec Barthélemy et avec Isabelle, dans un contexte qui est celui que Pierre Bénèche a rappelé tout à l'heure, de la création d'un Institut Cognition Tremplin Carnot. On n'est pas Institut Carnot, on est un bébé Carnot. On est un Tremplin Carnot qui n'est pas encore assez gros musclé pour être un Carnot pour de vrai, mais c'est pour ça qu'on vient vous voir aussi. Et donc notre objectif, c'est vraiment de montrer dans cet institut, je vais vous dire en quoi consiste cet institut, mais d'essayer là de vous montrer, et là à chacun de vous, chacun dans sa casquette d'entrepreneur, de responsable, de chercheur, etc., que cet enjeu de la cognition est un enjeu qui est extrêmement porteur d'enjeux applicatifs et pourtant très sous-employé. Voilà, le résumé est celui-là. Et encore, j'insiste encore une fois, d'ailleurs je crois qu'on a commencé par là, voilà, on a commencé par là, on a pompé Barthélemy. Notre thèse, notre thème récurrent, c'est pas d'intelligence artificielle sans intelligence naturelle, et pourtant, je pense on en discutait tout à l'heure, je pense qu'il y a un risque qu'à Grenoble, on ait envie de défendre l'intelligence artificielle sans défendre l'intelligence naturelle. Parce que c'est difficile de faire comprendre aux gens ce lien, parce que c'est pas les mêmes. Les informaticiens et les neuroscientifiques et les psychos, c'est pas les mêmes. Et pourtant, ils devraient bosser ensemble. Donc ça, c'est notre thème récurrent. Alors, pour vous montrer ça, là, on va vraiment aller sur des exemples. Et en restant d'abord généraliste, puis ensuite, je vous donnerai des exemples grenoblois. Je vais vous donner des exemples de démos grenobloises en vous disant dans quel cadre on les a analysés. Au fond, partons de ce que chacun de nous connaît actuellement. Si on vous parle IA, vous allez répondre Deep Belief. Voilà. Deep Learning, réseau profond. Yann Lequin, voilà. S'il y a des mots qui vous viennent dans les 30 secondes où on prononce le mot intelligence artificielle, en laissant tomber Cédric Villani, ce sera tout ce que j'ai donné. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que les réseaux profonds? D'abord, n'oublions pas, c'est d'abord des choses qui viennent des neurosciences, quand même. Alors, c'est des objets tellement simplifiés que maintenant, c'est des objets bons pour les maths, et les maths n'ont plus besoin des neurosciences du tout, ça c'est sûr. Yann Lequin, c'est un matheux. Mais, quand même, rappelons-nous que c'est à la base une idée qui vient des neurosciences, diviser pour régner. L'idée des neurosciences, qui est une idée profonde des neurosciences. Diviser et répartir, distribuer le traitement. Donc, ces réseaux qui ont des déclinaisons multiples, résumons les choses, ce qui est actuellement vu comme le noyau de l'intelligence artificielle, ou un des noyaux, mais un noyau très envahissant quand même, c'est les deep learning issus, un gisement fantastique d'innovation en ingénierie informatique, issu de 50 années de recherche en sciences cognitives. On a voulu le rappeler quand même, pour ne pas l'oublier. Mais enfin, ce n'est pas suffisant comme argumentaire. Là où l'argumentaire devient important, c'est que, mais c'est un argumentaire classique, on n'invente pas le monde, mais je pense que c'est important de redire ce point-là. L'idée d'un système, par exemple, d'apprentissage profond, vous le savez, c'est un système qui apprend en imitant. Vous connaissez bien cette idée. La base du principe incroyablement puissant de tout ce que développent Google, Facebook et tous ces systèmes, IBM et al., c'est un système qui va prendre un problème et se dire c'est pas la peine que je le décompose comme se sont emmerdés à le faire les informaticiens depuis 50 ans. Il suffit que j'ai des milliards d'exemples et que je les mette dans un réseau puissant d'apprentissage et à la fin je saurais faire pareil. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. La question c'est, est-ce qu'on peut apprendre sans comprendre, notamment pour un point essentiel, mais que les gens savent, c'est une fois qu'on a le gros système, c'est merveilleux, mais si on a une autre application, il faut tout refaire. Une fois qu'on a le gros système, c'est merveilleux, mais si je veux l'ouvrir pour avoir des sous-systèmes qui fassent des sous-tâches, c'est impossible. Il y a énormément de recherches pour essayer de voir ce qu'il y a dans ces gros réseaux, mais quand même, il n'y a rien actuellement qui permet de dire quand j'ai résolu ma grosse tâche, je vais la décomposer en sous-tâches et en profiter pour avoir des sous-systèmes qui marchent. Ça, c'est non. Il faut tout refaire au départ. Donc, est-ce que c'est intéressant de savoir comprendre pour découper, décomposer, emboîter, mettre ensemble et innover de manière plus efficace? C'est le premier point. Deuxième point, quand on veut faire des technologies, quand on veut vendre, quand on veut faire de l'industrie avec des technologies, il est intéressant d'évaluer ces technologies. C'est intéressant parce que c'est sans doute une meilleure manière de voir si elles sont bonnes, de les vendre, de montrer qu'elles sont meilleures que les autres. Et les méthodes d'évaluation, ce sont des méthodes qui viennent de la psychologie cognitive, basiquement, de l'ergonomie, des neurosciences, et dont l'IA se prive très massivement. Donc les deux thèmes qu'on va prendre dans la demi-heure qui vient, c'est deux thèmes autour de apprendre et comprendre, comprendre pour mieux apprendre, comprendre pour mieux découper, pour être plus puissant dans l'innovation, et évaluer. Pas de technologie sans une bonne évaluation. Et évidemment, notre thèse, qui est une évidence d'une certaine manière, mais dont il faut montrer jusqu'à quel point c'est efficace, c'est que les sciences cognitives, ça va permettre de comprendre le fonctionnement humain, de s'en inspirer pour développer de nouveaux produits, de savoir comment les évaluer, anticiper leurs usages, les adapter au mieux aux capacités humaines. Et donc ce carrefour, il est essentiel. C'est notre credo. Oh, ça y est, la connerie à faire.
Elle devait finir par être faite. Voilà. Je vais juste essayer d'essuyer mon ordinateur avant qu'il soit foutu complètement, et je reprends l'exposé. Voilà. Vous enlèverez au montage, vous coupez au montage tout ça. Vous savez faire du montage automatique, donc à mon avis, il n'y a aucun problème pour couper ça au montage. Voilà. Voilà, c'est le moment où il y a des erreurs dans le système. Alors, la cognition, c'est souvent des erreurs dans le système, c'est ça le problème. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, je vais être très pragmatique. Depuis 2 ans, on a monté un projet dont Barthélémy reparlera tout à l'heure, avec en l'occurrence l'Université Grenoble-Alpes, parce qu'il était très orienté sciences humaines et sociales, où on a essayé d'amener des chercheurs à définir leurs produits de recherche et à les présenter à des industriels avec eux. C'est une action qu'on fait avec Fabienne Martin Juchat et Floralis, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et du coup, on a plusieurs fois de suite invité des chercheurs, défini, qualifié leurs recherches, puis on les a orientés, organisés dans un cadre que présentera Barthélémy tout à l'heure, et on a amené les industriels devant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 7 fiches, pour vous montrer à chaque fois qu'est-ce que c'est qu'une recherche cognitive qui peut être intéressante peut-être pour un industriel. À voir. Par exemple, un chercheur de Grenoble, Marco Congedo, au laboratoire Gipsalab, travaille sur les interfaces cerveau-machine. Comment est-ce que je peux, vous connaissez ce domaine-là, hein, parce qu'il a été très discuté, mais Marco est un des grands spécialistes de ça, comment est-ce que je peux traiter de l'information qui sort du cerveau et, si tant est que cette information soit un peu utilisable, elle est un peu directement commander des interfaces ou faire du neurofeedback, c'est-à-dire renvoyer un signal qui me permet de fonctionner un peu différemment. Et du coup, ça amène à développer des méthodes robustes d'apprentissage automatique, d'apprentissage rapide. Ça a des domaines d'application multiples dans le domaine de la santé, mais pas que, aussi dans le domaine de l'apprentissage rapide pour un certain nombre d'applications. Voilà une fiche qu'on a, alors sur laquelle je peux répondre après, hein, mais je vais rapidement pour donner un panel. Hein. Ça, c'est, vous voyez, là, je pars vraiment du micro. Hein. Je vais essayer de vous montrer 7 petites fiches micro pour vous dire on sait faire ça à Grenoble, plein d'autres choses, mais si on veut aller au bout du bout, on sait faire ça. Ça, c'est un travail d'un mélange d'informatique et de neurosciences. On ne peut pas faire ça sans mettre en même temps de l'informatique et de neurosciences. Laurent Bezacier, du laboratoire d'informatique de Grenoble, développe depuis longtemps avec son équipe des technologies pour traitement de l'information en contexte multilangue, c'est-à-dire comment est-ce que je peux avoir des systèmes qui passent d'une langue à l'autre, qui adaptent rapidement une langue vers une autre langue, qui travaillent vers ce qu'il appelle des langues en danger, je ne sais pas si on en parle là, c'est-à-dire des langues sur lesquelles on a peu de données et pour lesquels on veut rapidement apprendre des choses pour développer rapidement des technologies, quand il n'y a pas moyen d'avoir les monstrueux corpus à la Google. Mais pour faire tout ça, avec des applications de détection de plagiat, de traduction, d'interaction vocale pour l'habitat, dans des domaines multiples que vous pouvez imaginer, les technologies vocales, Laurent Bezacier, il travaille avec de l'informatique, du machine learning, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi de la linguistique. Il a des théories du langage. Il a des gens du LIDILEM, qui est un laboratoire de linguistique de l'UGA, qui connaissent bien le langage et comment il est structuré. Dans un partenariat entre Gipsalab de nouveau et puis Alain Chauvin, qui est au laboratoire de psychologie et neurocognition, ces chercheurs travaillent sur la manière dont on explore une scène visuelle. Vous avez une scène devant vous, votre œil fluctue. Actuellement, je vous regarde, mon œil va se balader. On le sait, ça. Et cet œil va se balader selon des séquences très précises. Et ces séquences, elles obéissent à la fois à des composants psychologiques internes, pas forcément compréhensibles, mais qu'on peut en tout cas analyser, systématiser, puis aussi à des motifs d'exploration. Où est-ce que mon œil a intérêt à se mettre ? Je vais me mettre sur les yeux, par exemple, parce que les yeux, on sait bien que c'est un endroit important pour moi dans un traitement de l'information. Donc, comment est-ce qu'on peut aller vers des modélisations bio-inspirées de la vision, créer des modèles de caractérisation de scène? Est-ce qu'on peut donner à un industriel un système qui est capable d'analyser automatiquement une scène visuelle et d'aller chercher des endroits où il faut regarder? Est-ce qu'on peut, du coup, éventuellement guider quelqu'un qui veut faire du marketing en lui disant « mets ton information là plutôt que là, parce que c'est là que l'œil va aller naturellement ». Donc, est-ce qu'on peut donner des éléments, prédire les régions d'intérêt, identifier ces régions avec des domaines dans des applications en éducation, en formation, je sérieux transport. Et là, on a de la psycho, des neurosciences, de l'informatique. Toujours au laboratoire de psychologie et de neurocognition, Martial Mermillot, lui, est un pur psychologue. Enfin, il connaît très bien, ceci dit, les maths appliquées et l'IA. Il travaille aussi avec des matheux au LJK, dans un autre laboratoire. Mais il s'intéresse beaucoup à ce qui est la caractérisation de l'état émotionnel des gens. Est-ce que j'ai des moyens de savoir dans quel état vous êtes? Est-ce que je peux avoir des idées sur le fait que vous êtes convaincu par ce que je raconte, pas convaincu? Et notamment, une des choses qui intéresse Martial, c'est l'idée que la meilleure manière pour savoir ce que vous pensez, c'est pas de vous le demander. Parce que si je vous le demande, je ne vais pas savoir. Et c'est vrai aussi dans le marketing. Si vous faites des enquêtes de satisfaction, si vous faites des enquêtes d'opinion, par exemple, on savait bien sur le vote Le Pen aux élections, on sait bien que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Donc Martial travaille sur des méthodes de
quantification de réponses comportementales et de ce qu'on appelle les méthodes de caractérisation de l'implicite, avec des applications en marketing, remplaçant les méthodes explicites par des méthodes implicites, dans le domaine de la santé beaucoup, mais aussi du management ou du coaching. On a fait exprès de donner des panels relativement larges pour vous donner à chaque fois les enjeux. Là, on est dans l'évaluation. Au laboratoire SENS, qui est un laboratoire de l'UGA, Aïna Chalabaev, qui maintenant dirige ce laboratoire, qui est un laboratoire qui s'occupe de santé et de sport, et s'intéresse au problème de motivation. On vous vend des objets communicants, on vous vend le super bracelet qui va donner vos battements cardiaques et le nombre de pas que vous avez fait, très bien. Mais comment est-ce qu'on peut augmenter, si on pense que c'est intéressant, votre motivation à faire de l'exercice? Comment on peut augmenter votre motivation à faire une activité si elle est intéressante pour votre santé ou pour votre environnement? Donc elle s'intéresse, oui, il y avait bien un problème quand même. Elle s'intéresse à essayer d'identifier les déterminants du comportement de la motivation. C'est un enjeu majeur de santé publique, sur lesquels travaille beaucoup ce laboratoire et d'autres à Grenoble. Déterminer les leviers motivationnels de la pratique physique et sportive, tester en aval l'efficacité des produits, développer des objets connectés qui sont adaptés à l'usage qu'ont pourront en faire les gens et à leur envie de les utiliser. Les applications sont dans le domaine de la santé, du bien-être, de l'activité physique et sportive, mais aussi du tourisme. J'en ai plus que 2. Au laboratoire qui s'appelait LSE, alors il a changé de nom maintenant, c'est le LARAC, mais je ne sais plus ce que ça veut dire, je voulais bosser avant puis j'ai oublié de regarder, qui est en gros le laboratoire des sciences de l'éducation. Pascal Pensu et Marlène Bell développent quelque chose qui est intéressant. Alors vous connaissez ces terrains-là, qui est comment est-ce qu'on peut prédire l'usage d'une technologie. Pascal Pensu, par exemple, s'intéresse à travailler avec des constructeurs de voitures. Vous donnez une nouvelle technologie dans une voiture, par exemple une info sur ce qu'est en train de faire le conducteur en face. Très bien, mais est-ce que je vais me servir de cette techno? Est-ce que j'ai des moyens de savoir qui va s'en servir? Est-ce qu'on a des moyens d'avoir un profil sur les usagers d'une nouvelle technologie et les chances que cette technologie marche? Donc il a développé des modèles sur comment est-ce qu'on peut prédire les comportements, développer leur activité, faciliter leur apprentissage. Là, on est en pur lien entre psycho et sociaux, mais avec des outils de la psychologie cognitive, avec cet exemple du transport, mais des domaines, évidemment dans le domaine de la formation, puisque Pascal est dans ce labo, il dirige ce labo qui est dans le domaine de l'éducation, mais aussi de la santé et des transports. Et puis enfin, dernier exemple, aux ligues, Véronique Auberger, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on la voit dans pas mal d'endroits, puis qu'elle a un lien fort, une chaire dans le cadre de Grenoble INP sur éthique et robotique. Elle développe en fait une idée, d'une certaine manière, on peut dire que ce que je vous ai montré jusqu'à présent comme application, c'était mieux innover, mieux évaluer. Donc mieux innover de l'artificiel en partant du réel, mieux évaluer l'artificiel, et au fond, elle vient sur combiner le réel et l'artificiel. Qu'est-ce qui se passe quand je mets une techno devant un humain? Comment est-ce que ça va marcher ensemble? Elle s'intéresse, dans la robotique, à ce qu'il faut pour mettre ce qu'elle appelle une social touch dans les technologies. Comment est-ce que je fais qu'un robot, il est crédible? Et si vous avez déjà entendu les exposés de Véronique, une idée qui reste, c'est l'idée que si vous mettez simplement un agent artificiel devant vous, et que pendant que vous parlez, il fait ça va bien. Ça aide. C'est-à-dire que de la même manière que quand je vous regarde, quand je vous vois un peu opiner et sourire, ça va, je me dis c'est bon, je ne les ai pas paumés. Et ben elle développe cette idée que mettre des signaux de communication basiques qui permettent au robot de dire à l'agent en face de lui que les choses fonctionnent, ça change drastiquement la manière d'interagir. Voilà. Donc j'ai arrêté là, j'ai presque fini ma part et on finira ensuite avec Barthélémy pour ensuite aller dans l'échange. Pour essayer d'installer tout ça, de mettre ça en musique, on travaille depuis très longtemps en France dans du lobbying et de la mise en scène et en organisation des sciences cognitives. Et on a considéré il y a 2 ans qu'il était intéressant de répondre au dernier appel d'offres Carnot-ANR en proposant un institut cognition. Donc un institut Carnot, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est une structure qui augmente la valorisation et le partenariat. Et il n'y avait pas d'institut cognition dans un domaine en lien avec les SHS. Et on a décidé que la cognition était un bon endroit pour développer ça. On a donc créé cet institut qui est un institut national avec 14 labos en France, 2 labos à Grenoble, le LIG et GIPSA. Cet institut est organisé en pôles. Moi, je m'occupe du pôle Grenoble-Dijon, enfin, par rapport aux forces qu'il y a dans le site. Et puis, cet institut, il est aussi en lien avec un second cercle de tous les laboratoires français qui font des sciences cognitives. À Grenoble, tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Le LPNC, le LSE, enfin je ne vais pas toutes les redonner, ce n'est pas l'enjeu pour vous, mais ça veut dire que tous ces labos, ils sont maillés dans tous les labos en France qui font des sciences cognitives. Et l'enjeu, c'est de proposer à des industriels une réponse cohérente, une offre cohérente de recherche dans tous les domaines qui peuvent les intéresser. Donc l'Institut Cognition, c'est 1000 chercheurs qui travaillent sur émotion, perception, attention, mémoire, décision, raisonnement, vision, stress, développement, audition, toucher, langage, et qui s'est défini 3 grands thèmes qui sont augmentation cognitive, cognition collaborative et intelligence artificielle et cognition.
Et donc ce qu'on va vous montrer maintenant, et c'est Barthélémy qui prendra la main pour une dernière dizaine de minutes, puis après on entrera dans l'échange, c'est OK, j'ai essayé de vous montrer que c'était intéressant, j'espère, j'ai essayé de vous montrer qu'on avait créé un outil national. Maintenant ce qu'on voudrait vous montrer, c'est ce qu'on fait à Grenoble pour mettre en place un outil qui puisse vraiment être opérationnel si vous venez nous voir en nous disant OK, super, mais comment on bosse ensemble, qui vous êtes à Grenoble, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Voilà. Donc je laisse la main à Barthélémy. Je vais me resserrer un petit coup d'eau. Moi je vais rallumer le micro et il faudra penser à le prendre pour les questions. Effectivement, donc merci beaucoup Jean-Luc. Je pense qu'on aura l'occasion de t'applaudir à la fin après ma présentation. Donc voilà, j'espère que la présentation de Jean-Luc vous a permis de comprendre deux choses. La première, c'est que les sciences cognitives, ce n'est pas des sciences dures ou des sciences molles. Les sciences cognitives, c'est un objet de recherche et par nature transdisciplinaire, multidisciplinaire, choisissez le mot qui vous plaît, mais voilà, qui fait intervenir des compétences dans tous les domaines de recherche. Et je viens de glisser le mot compétence, parce que c'est aussi là-dessus qu'on travaille et dont je vais vous parler aujourd'hui. La deuxième chose, peut-être aujourd'hui, qui est plus liée à un effet de mode, sans doute, puis on est traversé par des effets de mode très régulièrement. L'intelligence artificielle, c'est une partie des sciences cognitives, c'est la face aujourd'hui émergée de l'iceberg qui comprend justement l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. Et bien sûr, comment l'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de vous montrer que les sciences cognitives, qui ne sont pas forcément très connues en tant que telles, ou parfois qui sont ramenées à la psychologie cognitive, sont en fait vraiment un grand champ de recherche avec des applications très larges. Et c'est ça maintenant que je vais essayer de vous montrer. Alors, dans le cadre de l'Institut Cognition, qui a été créé justement pour favoriser la recherche partenariale avec les entreprises, et donc promouvoir l'utilisation, l'exploitation des sciences cognitives pour des applications au bénéfice de l'homme et de l'environnement. L'idée, c'est donc que cet Institut Cognition, il s'est créé en créant en même temps 4 agences régionales. Et ces agences régionales, elles ont 2 rôles. Le premier, c'est de servir de relais entre le local et le national, notamment au niveau des chercheurs, des besoins, des entreprises, etc. Et puis un deuxième volet qui est de justement favoriser, dynamiser la recherche partenariale au niveau local. Voilà. Et donc moi, je m'appelle Barthélémy Durette, je suis docteur en sciences cognitives de l'université Joseph Fourier, maintenant UGA. Donc je travaille comme chercheur indépendant. Donc je côtoie des entreprises au quotidien et je travaille aussi du coup avec des établissements d'enseignement supérieur et des laboratoires sur ces questions de sciences cognitives. Et donc je m'occupe dans ce cadre-là de l'agence régionale ici à Grenoble. Et donc je travaille avec Isabelle et avec Jean-Luc pour dynamiser justement ces partenariats. Alors comment on a organisé cette activité? On s'est donné 4 axes, 4 grandes actions. Connaître nos forces, stimuler la rencontre entre chercheurs et entreprises, amplifier les efforts sur l'éthique en recherche, et enfin être à l'écoute des besoins. Alors connaître nos forces, quand on dit force en recherche académique, on pense parfois à publication, etc. Là bien sûr, comme on est sur une problématique d'application de nos recherches, l'idée c'était de savoir quelles sont les compétences en sciences cognitives dans la région de Grenoble et comment elles se projettent vers des applications. Donc il s'agissait aussi d'être capable de dire quelles sont les applications soit actuelles, soit potentielles de ces recherches en sciences cognitives. Donc ça introduit, je dirais, une dimension applicative qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter en tant que telle dans la recherche académique. En tout cas avec les outils type publication, etc. Alors donc ce qu'on a choisi de faire, nous, c'est d'essayer de réaliser une cartographie de compétences des sciences cognitives en se basant sur une analyse de projets de recherche. Pourquoi les projets de recherche? Donc les projets de recherche, les réponses à appel d'offres, ces objets-là. Parce que ces projets, en fait, en général, contiennent 2 éléments. Ils contiennent des compétences de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre comme savoir-faire ou comme savoir au niveau de la recherche. Et quelles sont les finalités, quelles sont les applications. Donc il y a des applications qui peuvent être purement recherche, mais il y a aussi des applications souvent sociales, économiques. Donc ce qu'on a cherché à savoir, c'est justement essayer de mettre en perspective ces compétences, ces savoirs et ces savoir-faire avec ces applications dans différents domaines.
Donc pour faire ça, on a utilisé donc ces projets de recherche, on a extrait de ces projets de recherche des compétences côté recherche et des finalités côté entreprise. On a groupé ces éléments pour en faire une classification, un référentiel, donc, qui se solde par donc, un certain nombre de champs de compétences et un certain nombre de champs d'application. Les champs de compétences, on a parlé là beaucoup de recherche, je ne vais pas les détailler, simplement vous dire que justement dans ces champs de compétences, on va retrouver les 3 domaines scientifiques principaux que sont les sciences humaines et sociales, donc par exemple notamment via la mesure et la modélisation du comportement individuel et social, les sciences de l'ingénieur, les STIC, l'informatique, donc par exemple avec tout ce qui concerne les modèles computationnels, l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle, et puis ce qu'on appelle les sciences de la vie, la biologie, donc avec plutôt la question du support neurologique de la connexion. Donc on va retrouver sous cette forme-là, donc sous une forme de 11 grands champs de compétences, les différents domaines qui caractérisent les équipes. Ça, c'était l'un des enjeux. Et donc, ces compétences, elles vont permettre justement de poursuivre un certain nombre de finalités qu'on a classées dans des champs d'application. Alors, les champs d'application, cette fois-ci, on ne les a pas fait émerger de notre propre recherche. On s'est inspiré d'un document qui nous a été très utile du ministère de l'Industrie, de l'Économie et du Numérique, qui est donc le document Technologie clé 2020 pour l'industrie du futur. Et donc ça, ce sont les domaines d'application qui sont définis par ce document et qui ont une définition assez précise et claire pour qu'on puisse classer les finalités en fonction de ces domaines. Alors, on a rajouté en fait deux champs d'application qui n'étaient pas présents. Le premier, c'est éducation et inclusion. Le deuxième, c'est usage, marketing et comportement collectif. Alors, il y a une raison à ça, c'est pas étonnant, c'est qu'en fait, ce document du ministère traitait essentiellement des problèmes industriels et donc plus des problèmes industriels que des problématiques de services. Donc, c'est logique qu'on ne retrouve pas forcément ces 2 éléments en tant que tels. Donc, on a rajouté ces 2 éléments qui ont permis de compléter notre référentiel. Alors, la flèche, elle va bien sûr des compétences vers les applications, la flèche logique, mais nous, le but, c'est de faire du reverse engineering, c'est-à-dire, si on a, par exemple, une entreprise qui travaille dans le champ du e-learning ou de l'apprentissage des langues, voilà, et qui, sait très bien traiter les questions de grammaire, d'orthographe, etc., mais a un petit problème, par exemple, avec l'accent. C'est que l'accent français, par exemple, l'accent français en anglais est parfois un petit peu... Les Français ont parfois des difficultés avec l'accent anglais. La question c'est, est-ce que les sciences cognitives peuvent lui apporter une réponse? Et donc l'idée, c'est à ce moment-là, nous, de pouvoir remonter en disant, sur cette thématique qui croise le e-learning et qui croise des problématiques associées au mouvement de la bouche, à l'articulation, etc., quels chercheurs on a, qui on peut mettre en perspective? Voilà. Et donc de pouvoir faire ce travail de mise en relation simplifié avec cet outil qui cache derrière une base de données et des éléments bien sûr plus variés. Alors cette cartographie, elle a aussi servi à nourrir alors c'était un petit peu en parallèle, mais à nourrir une autre activité qui était de créer des rencontres entre les chercheurs et les entreprises. Parce que dans notre expérience, on s'est aperçu que finalement, la solution, un chercheur et une entreprise qui se parlent, c'était ce qui est le plus direct et que ça crée de l'émulation. Voilà. Donc on s'est demandé finalement plutôt qu'est-ce qu'il faut mettre autour pour faciliter cette interaction, lui donner peut-être la possibilité de se pérenniser. Et voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a créé avec l'UGA, donc le Human Social Fab, et qu'on a donc profité de ce dispositif. Donc le Human Social Fab, en fait, c'est des séries de rendez-vous d'affaires entre des chercheurs et des entreprises sur une thématique donnée, avec un format court et avec surtout l'appui d'un chargé d'affaires de Floralis. Donc un chargé d'affaires spécialisé sur les questions de propriété intellectuelle pour justement voir comment un partenariat potentiel peut être converti. Donc on a eu pour l'instant deux ateliers. Donc le 10 avril 2017 sur émotion, intention, interaction. Le 27 novembre sur texte, langage et image. Et le 30 mai 2018, on en aura une sur santé et bien-être. Et donc si vous êtes intéressé par exemple par cette thématique et par éventuellement des rendez-vous d'affaires avec des chercheurs sur vos problématiques, n'hésitez pas à nous contacter pour y participer. Alors, l'esprit, quand on a démarré ce projet, je pense qu'on est tous conscients que les sciences cognitives, elles traitent d'un sujet qui est, si ce n'est le plus précieux pour nous, du moins le plus intime, à savoir notre esprit. Et que donc, si on voulait
promouvoir les applications potentielles, il fallait aussi qu'on soit capable de mettre en face des outils pour garantir l'impact que ça pouvait avoir sur les hommes, l'environnement et l'écosystème. Donc c'est cette problématique-là qu'on s'est posée, c'est-à-dire la question de l'éthique des recherches, de leur influence. Voilà. Et donc pour ça, on a commencé par constituer et formaliser un réseau d'acteurs autour de ce sujet, parce qu'on n'est pas nous-mêmes spécialistes de ces questions. Et puis donc on a organisé des ateliers de réflexion collective. Donc le premier atelier va avoir lieu durant la journée du pôle Grenoble Cognition, le 5 juin, auquel vous êtes aussi invités, notamment du coup pour aborder ces questions d'éthique. Et où l'idée c'est de partir d'une recherche faite par un chercheur et de mettre en face des individus, chercheurs, citoyens, et puis peut-être des philosophes aussi, des gens qui sont spécialisés ou pas spécialisés, et d'essayer de voir quelles questions remontent de cette recherche. C'est-à-dire non pas forcément trouver tout de suite une solution, mais dire quelles sont les questions que posent les recherches qui sont faites, et ça ensuite pouvoir s'en emparer, soit au niveau local, soit au niveau national. Donc il y a voilà, cette volonté aussi de faire émerger des problématiques et de pouvoir justement y confronter des outils. Et donc, pour terminer, être à l'écoute du besoin. Donc ça, c'est un point aussi qui nous a paru assez évident. C'est que, voilà, après avoir fait ce travail de cartographie, après avoir mis en place ces potentiels ateliers de rencontres, eh bien, c'est à nous d'aller à la rencontre des industriels pour aussi voir quelles sont vos problématiques. Donc voilà, se rencontrer en one-to-one, comme on dit, et essayer de voir voilà, quels pourraient être vos besoins et en quoi les sciences cognitives grenobloises pourraient y répondre. Voilà. Et donc, à ce sujet, n'hésitez pas alors à venir nous voir après pendant le repas ou à nous contacter donc, via l'adresse mail com@grenoblecognition.fr. Et on a des plaquettes qui doivent être disponibles là-bas, qu'Isabelle a amenées et dont vous pourrez vous saisir à la fin. Voilà, et je crois qu'on s'arrête là. Merci pour votre patience.